L'émission Héritage est une présentation du complexe funéraire de la Vallée. Dans cette série Héritage, René Canuel discute en tête-à-tête avec plusieurs personnes qui veulent léguer aux futures générations et partager leur histoire. Aujourd'hui, Dr Didace Bourgeois. Votre garçon, André, il travaille à l'extérieur, veut dire il travaille beaucoup. Il me remet une petite lettre pour vous. Oui? Oui, je vais vous la lire. Il m'a pas demandé de vous la donner. Il m'a demandé de vous la lire. Un simple petit mot pour vous dire combien moi, Jennifer, Zachary, Mathis, sommes reconnaissants de votre générosité si grande et de l'amour que tu nous donnes, que tu nous as donné toujours également à travers de petits gestes et conseils qui nous guident dans la vie. Un immense merci de m'avoir encouragé et aidé dans mon projet d'entreprise que je mène avec grande fierté. Sache que je serai de même avec mes enfants, dans leur cheminement de leur vie. Grâce aux bonnes valeurs que vous m'avez transmises, vous et maman, au fil du temps. Je me sens privilégié, très privilégié, d'avoir un père comme vous, une mère qui a marqué la Vallée par son dévouement, son professionnalisme en tant que médecin et dans de nombreux organismes. Enfin unique, je me porte parole de mes frères et sœurs pour te dire que je t'aime, je te remercie d'être là encore pour 100 ans. Le 100 ans, c'est moi qui l'ai ajouté. Oui. Merci. Merci c'est beaucoup. votre garçon. Tu veux savoir de Marie-Paul? Oui, moi j'aimerais parler un peu de Marie-Paul. Oui. Marie-Paul Girard venait de Normandin. C'était une infirmière. Elle était officière dans un département de médecine à l'hôpital du Chicoutimi. Alors, c'est une parmi tant d'autres que j'ai courtisée. Et finalement, j'ai resté avec elle. Puis ce qui m'a porté à me marier, c'est qu'on allait chez son père et sa mère, à Normandin, à tous les 2-3 semaines, les fins de semaine. OK. Puis un bon coup, une bonne fois, M. Girard, le père, lui, il était cordonnier, donc il avait sa boutique. Il me fait me dire dans la boutique, puis il me dit, là, qu'est-ce que tu as l'intention de faire? C'était un homme qui était, tu sais, qu'est-ce que tu as l'intention de faire? La vas-tu la marier ou tu... Ouais, je dis, écoute, on est supposé se marier au mois d'août, là. Fait que ça m'a donné un coup de pied pour le mariage. Ça veut dire que c'est votre deuxième coup de pied, là. Votre mère voulait que vous fassiez un prêtre, C'est ça. puis lui voulait que vous mariez sa fille. Alors, je me suis marié, puis là, je veux pas la dénigrer. Ouais. C'était une bonne personne. Ouais. C'est encore, mais malheureusement, elle vient d'une famille Alzheimer. Tous ses frères et sœurs sont morts Alzheimer. Ouais, ça, c'est triste. Elle est dans un foyer actuellement, Alzheimer aussi. Elle se rappelle même plus de moi. Je ne l'ai pas vue. Ouais.
Alors, puis, il y avait une autre chose qui a provoqué le divorce. Elle ne voulait pas d'enfant. Puis moi, je voulais avoir de l'enfant. Je me disais, écoute, faut pas que je passe ma vie dans la vallée puis laisser. Au moins, là, quand je vais partir, ben, il va rester quelque chose. Quelqu'un? Quelqu'un. Alors, c'est pour ça que... OK. Bon, après ça, vous êtes revenu à Mkoui. Qui vous a emmené à Mkoui? Bon, évidemment, on a d'abord commencé à pratiquer à Chétican. Oui, oui. Parce que l'hôpital d'Amqui n'était pas prêt. J'avais rencontré le docteur Blouin à l'hôtel Reine-Élisabeth à Montréal. En quelle année, ça? 68. 60. 60, oui, oui, 60. Puis là, il dit, ben, vas-tu venir à Amqui? J'ai dit oui, mais vous n'êtes pas prêt. Il n'y avait pas d'hôpital, là. C'est-à-dire, elle était en construction, mais n'était pas finie. OK. Alors j'ai dit en attendant, je vais m'en aller chez nous, je vais pratiquer chez nous, puis je reviendrai. Alors, je suis parti en 62 à Chétican et je suis revenu en 63 à Amqui au mois de juillet. La première intervention a été pratiquée le 7 juillet 1963. 63. Oui. Bon. Là, vous avez connu Gertrude. Bon, pas laquelle. Elle n'est pas là, là. Il y en a eu plusieurs. Ça n'est pas bien chez nous. C'est ça. Fait que, écoute, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Tu vas ailleurs. Alors, mais Gertrude a été d'une extraordinaire stabilité, fidélité. Et j'ai tombé en amour vraiment avec, presque autant qu'avec Gertrude au début de ma vie. Alors, j'ai dit tantôt 38 ans, c'est plus que ça. C'est 42 ans qu'on est ensemble. Et ça va superbement bien. Formidable. J'ai une épouse formidable, patiente. Parce que là, je commence à vieillir, moi aussi, là. Ça paraît pas. Ouais, moi, à l'intérieur, ça paraît. Alors, je suis très heureux. Au moins, je me dis une chose, malgré mes... Comment dirais-je? Mes tracasseries, hein, sortir ici, sortir là, j'ai pas fait d'erreur magistrale. Formidable. Donc, Vous allez me parler là, de la naissance d'André. oui, Je pense que c'était à Rimouski, hein? oui, parce que j'étais seul chirurgien et je ne voulais pas être obligé de lui faire une césarienne. Oui, je comprends. Alors, je suis parti en pleine nuit avec sa sœur, puis on est monté, quand elle est rentrée au travail, on est monté à Rimouski. Puis là, le docteur Leclerc, me rappellerai toujours, lui, il savait que j'étais chirurgien, puis je connaissais ça. Sûrement. J'ai dit, là, je suis patient, je ne suis pas médecin. Fais ce que tu voudras, mais je t'avertis, j'ai cautérisé le col 7 fois de mon épouse. Donc, tu peux avoir des problèmes à l'accouchement. Il dit, si tu veux, je vais essayer de l'accoucher. J'ai dit, écoute, c'est toi qui décides, c'est pas moi. Je faisais les 100 pas, par exemple. Vous y faites des confiances, hein? Oui. OK. Puis j'ai eu raison de faire confiance. Parce que tu peux pas t'impliquer dans ces affaires-là. Tu es trop impliqué émotionnellement C'est ça. pour prendre une décision radicale. Et il a fait un accouchement naturel par le siège et ça a bien été. Mais il a sué. Oui. Parlez-moi de vos 2 petits-enfants. Bon, ça a été le cadeau de ma vie. Comme je vous ai dit tantôt, c'est que je ne pensais pas, Marie-Paul ne voulait pas d'enfant, et là j'en ai 2. Je peux pas être plus heureux. C'est ça. Comme je dis, je vais partir,
puis je vais laisser quelqu'un dans la vallée en arrière de moi. André, puis les petits-enfants, puis eux autres aussi. Je suis pas inquiète, ils vont en faire, eux autres aussi. C'est ça. Bon, là, nous sommes rendus, quant à moi, à décrire vos diplômes. Oh bon. Je vais vous passer le premier, MCCL. Bon, il y a d'abord le premier, c'est MD. Oui, MD. Ouais. MD. Ouais. MCCL. Vous pouvez le tourner peut-être? Oui. Ça, malheureusement, c'est en anglais. Oui. C'est licencié du Conseil médical du Canada. Et ça donne le droit de pratique de médecine générale dans toutes les provinces du Canada. Dans toutes les provinces? Oui. Wow. Si tu es rien qu'MD au Québec, tu peux pas aller dans une autre province. Un médecin ordinaire, là, je dis ordinaire. S'il n'y a pas l'MMC. Oui, c'est ça. MMCC. Ensuite, le MMCC, le CSPQ, c'est certifié spécialiste de la province de Québec. Ça, c'est une autre chose. Celui-ci te donne le droit de pratiquer la chirurgie au Québec, mais pas ailleurs. OK. Alors, tu es limité au Québec OK, là, je avec comprends. ça. Lui, c'est le certificat du Collège royal. Évidemment, c'est en anglais. Certified Specialist of Province of Quebec. C'est le certificat, le premier certificat avant le fellow du Collège royal. Ça te donne le droit de pratiquer également dans la province de Québec seulement. Celui-là, ça c'est le plus important. Fellow du Collège royal. Ça te donne le droit de pratiquer au Québec, mais pas ailleurs non plus. Il faut que tu aies d'autres choses qui vont venir tantôt, qui nous donnent le droit de pratiquer ailleurs qu'au Québec. OK. Tu peux toujours pratiquer, mais il faut que tu passes des examens dans la province où tu vas aller pratiquer. Ça, c'est Fellow de l'American College of Surgeons. C'est un fellow américain. Ça, j'ai été le chercher à Houston, Texas. Pour ces examens-là aussi. Ça donne le droit de pratiquer aux États-Unis, mais il faut que tu passes ce qu'ils appellent le board américain dans l'État, parce que chaque État a ses exigences. OK. Ça donne le droit de te présenter au board américain. Vous avez été 1 an? 1 an à Philadelphie. OK. Puis ça, ben, c'est le fellow international, FICS. Ça donne le droit de pratiquer n'importe où, mais encore une fois, il faut que tu suives les exigences Du pays. du pays. OK. Ça a été dur. Incroyable. Bon, on va changer de sujet un peu. Oui. Vous allez me parler, là, il y a 3 choses qui vous tiennent à cœur. Oui. Je veux parler des soins palliatifs. D'accord. Puis après ça, on parlera des Comme je autres. vous ai dit au début, là, Ouais. je suis entièrement responsable de ce que je vais avancer. Ni la télévision communautaire, ni toi, René, vous n'êtes aucunement responsable. Toute beauté. Les soins palliatifs, ben, vous voyez, c'est elle qui l'a inauguré. Et j'ai embarqué à 100 000 à l'heure là-dedans, parce que lorsque j'ai fait mon infarctus, j'ai travaillé 5 ans en soins palliatifs. Et on À avait... temps plein ou à demi-temps, là? En plein temps. À temps plein, OK. Oh oui. OK. Oh oui, jusqu'à Ok. 66. Et puis là, on a formé un conseil d'administration. On a obtenu une charte. On avait formé 22 infirmières. On avait des bénévoles de former. Et on avait un local temporairement au lac Saumon que Alain Paquette, qui était le directeur général du temps, nous avait accordé. Mais le gouvernement nous avait mis l'objection. C'est-à-dire, non,
une obligation. Il fallait avoir l'aval du conseil d'administration de l'hôpital. Maintenant, je vais te dire quelque chose qui ne te fera pas plaisir, mais c'est dommage, la vérité est ça. Le conseil d'administration m'a réuni, je suis allé les rencontrer, j'ai défendu mon point. Oui. Puis la question ultime fut, est-ce que vous allez prendre l'argent? Ben moi, j'ai dit, c'est pas compliqué, on va demander à l'octroi du gouvernement, on va faire une levée de fonds, puis on va essayer de fonctionner avec ça. Malheureusement, et ça, là, je le dis parce que ça fait longtemps que je l'ai en arrière du coco. Quand on n'est pas compétent, on ne connaît pas une branche, on ne s'embarque pas dans un conseil d'administration. Malheureusement, il y avait 4 enseignants qui étaient sur le conseil, qui ont dit non. Savez-vous pourquoi est-ce qu'ils ont dit non? Non. Parce qu'ils pensaient que l'hôpital serait obligé de donner une partie de son budget pour faire fonctionner les soins palliatifs. Et pour te dire comment est-ce que c'est ridicule, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement oblige l'hôpital de Rimouski de donner 300 000 à la maison Marie-Élisabeth pour fonctionner. Comprends-tu? Alors, c'était ridicule, là, mais ils ont voté non. Là, on va parler du pavillon Blouin. Bon, pavillon Blouin, moi, je trouvais que c'était une bonne chose. Premièrement, les personnes âgées étaient à même l'urgence. Hein? C'était le même hôpital. Bon. Alors donc, il n'y avait rien qu'à prendre l'ascenseur, descendre le patient à l'urgence. Alors, je trouvais que c'était un endroit idéal, puis les patients étaient bien soignés. Mais là, Couillard a décidé autrement. Il était tellement Couillard qu'il nous a laissé monter à Québec pour défendre le point de vue, mais il nous a dit, en nous rencontrant, c'est décidé avant qu'on parle. C'est tout décidé, on le ferme. On s'est parti pour le... Et pourquoi vous êtes monté? Oui, c'est ça. Nous autres, on pensait qu'on pourrait discuter. Oui, je comprends très bien. Pas été capable. Bon. Alors, ça a été terrible. Le bloc opératoire. Bon, ça, c'est une autre chose. Puis là, alors, j'ai fait défaut pour les soins palliatifs, pour le pavillon Blouin. Troisième item, le bloc opératoire. Je l'ai ouvert, le bloc opératoire. Et aujourd'hui, on est en train de le fermer. Docteur Guérette, le ministre de la Santé, dit que le bloc opératoire ne fermera pas. Ben, moi, je vais vous dire qu'il va fermer. Sais-tu comment est-ce qu'il va se prendre? Dans mon temps, quand j'étais président du conseil d'administration, on avait un budget global, 18 millions. Et c'est nous autres qui distribuions les montants d'argent pour tel département, tel département. Ça va changer. Il nous l'a dit, Barrette. Ils vont donner des budgets par département. Il va falloir que le département concerné fonctionne adéquatement avec le montant qu'il va avoir. Il ne pourra pas les piger dans l'autre département. Donc, le bloc opératoire ne se fera pas vivre. Ça prend un certain débit pour être capable de survivre. Donc, on va se fermer par nous autres mêmes. Comprends-tu? Donc, moi je dis, dans 3-4 ans, il n'y aura plus de bloc opératoire, il n'y aura plus d'urgence. Imaginez-vous les accidents qu'ils ont sur la route. Et oublie pas une chose, je n'ai rien contre les omnipraticiens, mais pour stabiliser un malade qui arrive à un accident d'automobile, ça prend un chirurgien anesthésiste. Absolument.
Alors, s'il y en a plus, et par de ça, il n'y a plus de césarienne, puisqu'il n'y a pas de chirurgien. Donc, il n'y a plus d'accouchement. L'hôpital s'effrite complètement. Mais il y en a encore qui disent, ah non, il n'y a pas... Ils croient Barrette. Puis je suis sûr que Barrette ne la fermera pas. Non. Mais il prend un moyen détourné. Elle va se fermer par elle-même. Par elle-même. Ah, OK. Il prend un moyen détourné. Ça n'a pas de bon sens. C'est vrai. Vous, docteur, vous êtes un homme de foi. Oui. Comment, aujourd'hui, là, avec l'expérience que vous avez, avec le travail, avec la carrière, comment pouvez-vous définir votre foi? J'ai la foi, mais je ne suis pas le type pour m'extravaguer et L'exalter. l'exalter. Mais quand j'ai dit tantôt qu'avant chaque intervention, je disais au bon Dieu, guide ma main pour réussir l'intervention. Ça veut dire que profondément, il y a une foi. Et c'est là, que je pourrais résumer ma foi. Je ne suis pas un mangeur de baluste, Non, 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 non. mais je vais à l'église, je fais mes droits, puis surtout, je respecte le prochain. Ça, c'est beau. Mais les athées, là, qui disent qu'il n'y a pas de Dieu, pouvez-vous comprendre ça? Non, Parce qu'il y a des athées intelligents, là. Oui. C'est pas tous des imbéciles, là. non, je ne comprends pas. Puis moi, je vois, par exemple, Sartre, Nietzsche, Oui. puis là, je peux vous en nommer une centaine, là. Faut pas oublier que l'intelligence frôle la folie. Hein? Quand tu es trop intelligent, moi je dis c'est l'équilibre entre l'intelligence et le jugement. Et c'est là que je vais en revenir à ce que vous disiez tantôt. Ces gens-là sont très intelligents, je suis d'accord. Mais est-ce qu'ils ont du jugement? Ah, Vous, il vous reste 200 ans à vivre, je m'imagine. non, non. À peu près, là. Moi, j'ai jamais exagéré, hein. Non. Avez-vous peur de mourir? Peur, non. Non. Pas de souffrir. Ben, je vais m'organiser. Je suis planifié. J'ai planifié mon affaire. OK. Vous n'avez même pas peur de souffrir. Vous savez, ça ne sera pas long. Ouais. Alors, d'après vous, là, parce que tout le monde dit on ne le sait pas. J'aime pas tellement cette réponse-là parce que si je vous pose la question, je veux savoir, d'après vous, qu'est-ce qui peut arriver après? Vous êtes mort, là. Vous avez décidé de mourir, etc. Oui. Qu'est-ce que vous pensez qui peut arriver pour vous? Ça, c'est une question de 64 piastres. Je le sais, mais tout le monde dit on ne le sait pas. C'est Mais ça. moi, je voudrais avoir... on s'imagine, là. Moi, je pense qu'il y a Où on quelque rêve, chose. Où on rêve. L'esprit, probablement, doit survivre. Si elle doit survivre, elle doit être quelque part. Mais tu sais, il y a une chose qu'il faut remarquer, c'est que personne ne revient pour nous le dire. Hein? Sauvant. Oui, Pour un chrétien, sauvant. oui. Ben, c'est très délicat. Et c'est tellement personnel. Oui, c'est personnel, c'est pour ça que je vous ai dit, vous. Ouais. Moi, je pense qu'il y a quelque chose. Bon, c'est beau. Ça me suffit. Parce Ben, qu'on comment? on peut pas le décrire, ça. Non. On peut pas le décrire. Non, absolument pas. Ben, si notre croyance, il y a quelque chose... il y en a plusieurs qui croient à la réincarnation. Qu'est-ce Ça, que j'y crois pas. vous ne croyez pas? Non. Puis ça, vous te dites que c'est tout à fait normal de se réincarner. Il y a des choses qui font penser à ça. Des fois, on entend des choses, on voit des affaires. On dit, il me semble que j'ai déjà vu ça dans une vie antérieure. Oui, c'est vrai. Hein? Ouais. Mais Vous avez... réincarner en chaud, Pourquoi ça fait 40 ans, ou peut-être plus même, que vous êtes dans la vallée? Pourquoi que vous avez pris votre pension dans la vallée? bon, Au lieu d'aller Oui. chez vous, au lieu d'aller à ça, Québec? c'est une belle question. C'est sûr, quand j'ai fini, j'avais pris ma retraite,
J'aurais pu m'en aller à Québec, à Montréal, n'importe où. Mais les gens de la vallée m'ont adopté en 1973 et moi, je les ai adoptés. Et vous savez pas comment c'est. Vous voyez aujourd'hui, là, Mme Chamberlain, là, les gens sont reconnaissants. Ouais, c'est vrai. Souvent, je les rencontre au bureau de poste, à l'épicerie, où m'avez opéré. Je me rappelle ce que je leur ai fait, mais je ne me rappelle pas ton nom. Comme je vous dis, je ne suis pas d'un âge pour commencer à refaire une vie sociale. Ici, tout le monde me connaît. Ça, c'est vrai. Jamais que j'ai rencontré quelqu'un qui me reproche quelque chose. Ça, c'est vrai. Puis à part ça, vous avez marié une femme de la vallée, Oui, une perle de la vallée. oui, c'est vrai. Ah. Et ça a été un facteur aussi Ouais. qui est venu corroborer ce que je pensais de rester ici. Si je vous demandais une phrase que vous pourriez dire et que vous aimeriez que vos petits-enfants se gravent dans leur cœur, ce serait laquelle? À votre fils aussi, là, quand je parle de vos Je petits-enfants. reviens à la fameuse phrase « Mon Dieu, guidez mes mains pour réussir mon intervention. » Ça, c'est sacré pour moi. Vous dites ça à vos petits-enfants? Oui. Qui bénissent leurs mains. Non, pas d'autre que moi j'ai fait. Oui. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à vos petits-enfants? Un conseil, là? Un conseil, Oui. faites ce que vous voudrez. Vous n'êtes pas obligé de suivre les orientations de vos parents. Moi, je m'en suis sorti pas si mal, finalement, mais j'ai été influencé énormément. Alors, faites ce que vous voudrez dans la vie. Il faut que l'individu, la personne, choisisse elle-même, et non pas pour papa puis maman, choisir pour lui-même ou elle-même. Docteur Bourgeois, là, on achève, là. Si je résume l'entrevue, là, j'ai pas l'impression. J'ai une certitude que vous avez fait, malgré tout, une très belle vie. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Malgré les écarts les peut-être, méandres, oui, ouais, je peux dire, puis ça finit bien. Aussi, on est ici tous les deux, on est heureux. Je ne suis pas millionnaire, mais je suis capable de vivre. Qu'est-ce que tu veux de plus? Puis les gens sont reconnaissants. Moi, ça, là, si quelqu'un peut me faire plaisir, c'est... Docteur, je suis bien depuis que vous m'avez opéré. Ça C'est fait chaud, gratifiant. là. C'est gratifiant. C'est gratifiant. Docteur, l'entrevue est finie. Je vous remercie. Et je vous remercie au nom... Il y en a plusieurs, j'ai dit ça, que je faisais une entrevue avec vous. Il y en a plusieurs qui m'ont dit de la vallée, là. Puis je pourrais vous en nommer plusieurs. Ils ont dit remercie-le au nom des gens de la vallée. Alors je vous remercie au nom des gens de la vallée parce que c'est très sérieux. Puis il y en a qui disent merci. Ça corrobore ce que je disais tantôt. Je suis extrêmement heureux dans la vallée. Et je pense même pas chez Ticard. Je ne retournerai jamais là. Non? Non. Non. Je suis enraciné ici. C'est ça. C'est chez nous ici. Bravo.